Salabim. Salut à toutes et tous et bienvenue à ce 20e épisode d'En Regard à l'anime. Salut Jules. Salut. On est là aujourd'hui. Déjà d'entrée, pour commencer, je vais m'excuser parce que sans doute je vais oublier des phrases, des mots. Je vais oublier mon latin parce que je suis hyper fatigué. Mais voilà, il y a Jules qui viendra me couvrir, sans doute. Ou pire. Ou pas. Ou pas. On va s'endormir les deux C'est ça, ici. Donc on aura un film de 15 heures. Sur une sieste. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, dans les programmes, je vais parler, même pas d'un bouquin, sinon d'un écrivain, parce que c'est plus des... Et je vais parler d'un anime culte que je dévoilerai à un moment donné. Anime manga. Ouais, je vais parler précisément de l'anime. De l'anime. Mais bon, je les mangas pour montrer. Voilà. Et toi moi, je vais parler d'un manga et d'un film. D'accord, voilà. Comme ça, critique, on ne dit pas les titres. Hein. Voilà, c'est ça. On est des fous. Voilà, donc, sans plus, c'est à moi. Ouais. Donc, Chiffre je pair, vais c'est toi. commencer à parler un auteur de science-fiction. J'allais dire peu connu en France, je pense qu'il est connu. C'est juste très peu traduit. Et c'est Harlan Ellison. J'amène une édition anglaise de Grace Street. Que je suis en train de lire et d'avancer pour qu'on montre, parce que je voulais parler plus de la personne et de son œuvre que même si je vais faire mention à quelques de ses nouvelles précises, parce que Harlan Ellison, c'est quand même, mine de rien, un des grands écrivains de la science-fiction. Hein. Il est mort en 2018, si je ne dis pas de conneries. Oui. Donc, à cette dernière génération, il a côtoyé. Bon, d'ailleurs, c'était un grand pote d'Isaac Asimov, par exemple. Et il y a beaucoup d'écrivains qui se sont faits. Dans sa longue carrière, c'est monstrueux la créativité qu'a cet homme. Je pense qu'ils ont perdu les comptes parce qu'ils ont à peu près 1000 nouvelles ou 1000 et quelques nouvelles. Sans compter on a trace indélébile qu'il a laissé sur la science-fiction des années 80. En tant qu'auteur, il y a un des épisodes, il est marqué écrivain de considérer les meilleurs épisodes de Star Trek de la TOS, hein, la série originelle. Que je peux dire les noms de l'épisode. Attends, je vais les dire, tant qu'à faire. Hein, tant pis. Je croyais que tu l'avais par cœur. Je viens de dire que j'allais perdre mon latin. Attends. Mais presque. En plus, je l'ai au bout des langues, mais ça suffit de l'avoir pour pas l'avoir. Et je ne vais pas le dire en espagnol parce que forcément, il me sortira les Wikipédia en espagnol et en anglais, sauf en français. Tac, je vais dire. Adaptation. Donc, The City of Age of Forever, il est techniquement noté les meilleurs épisodes de la TOS Star Trek. Hein. D'accord. Mais en plus de ça, il avait collaboré à la création de la seconde époque de Twilight Zone. Il a créé, co-créateur Babylon 5. Je perds les fils. Hein. Il y a beaucoup, vous pouvez chercher. Il y en a des tonnes, que le verrez. C'est culte. Oui, et tout à fait. Et tout ça en étant un personnage... ah oui, il y a une petite anecdote marrante. Il est noté comme crédité dans Terminator. Ah bon? Oui, D'accord. parce que... Le premier? Oui, mon ami Cameron, il avait plagié du script qu'il avait fait pour Twilight Zone. Et ils sont partis en justice. Et ils ne sont pas arrivés au jugement parce qu'ils se sont arrangés à condition que lui sortait dans les titres. Et j'imagine que... des petites royalties aussi quand même au passage. J'en doute pas, j'en doute pas. Donc, un point de plus pour Cameron. C'est ça. Bon, après, s'il a lâché un accord, c'est qu'il savait qu'il allait perdre. Hein. Ouais, de toute façon, l'influence majeure d'Harlan Ellison, parce qu'on peut parler d'aller plagiat, c'est que des fois, je vais faire ça, je suis très bâtard, parce que défendre James Cameron, ça me fait mal à la bouche, mais on s'en fout. Des fois, les influences sont
C'est de l'hommage, des fois. Ouais, non, là, c'est pas de l'hommage. Là, c'était pas de- là, c'était pour le coup, c'était pas de l'hommage. vraiment un 12 script qu'il avait fait pour Mais bon, Twilight on Zone, peut- qu'il avait on peut, repris on peut avoir de avec l'hommage. l'homme qui fêtait. Dans ces cas-là, c'est plutôt, on sait qu'on fonctionne les coulisses, des fois, il manque à quelqu'un. Ah, attends, je lis un truc, machin, où il parlait d'un homme qui vient du futur, machin. L'autre, elle a dit, ah, tiens, ici, Oui. cet homme, c'était un robot. Des fois, c'est si con que ça, ou des fois, ça. c'est vraiment méchant. Donc, on va tout savoir. L'histoire, ils le sont que eux deux. Après, il y a tellement, et même à l'époque, il y avait tellement de productions qu'à un moment donné, il y a des Surtout, trucs qui c'est doivent que se si on parle recouper, hein. pas vraiment plagiat d'un bouquin, Oui, oui. c'était un script sur Twilight Zone de 10 Oui, oui. épisodes qu'il avait fait. Bon, bref, peu importe, je ne sais pas moi qui défends Cameron. Parce qu'il y a des vrais méchants, je pense, mais j'ose espérer que par moment, c'est plus de. Comment dire Je ne sais rien. En tout cas, on ne sait pas. Donc, Harlan Ellison, ici, un truc qui m'a amené à parler aujourd'hui de lui, c'est d'abord parce que je suis en train de lire ce bouquin, ça m'a choqué, même si je connaissais déjà les noms, mais je n'avais jamais vraiment plongé dans son œuvre. Dans son œuvre. Et vraiment, d'ailleurs, je tiens à dire, c'est l'une des premières qui m'a fait souvenir de ça. C'était une nouvelle qui m'a parlé de ma fille, qui ça avait été donnée pour lire en classe de sociologie. Je ne saurais pas dire quelle, mais voilà. Et vraiment, je trouve que c'est important comment il manie la philosophie, tout. Bon, son œuvre, il est hyper complexe. Oui. Parce qu'en plus, lui, c'est pour ça que je vais Parce revenir qu'il à a l'homme. écrit 1000 nouvelles en plus. Ça Oui, doit oui, être un truc comme- c'est il des bouquins. C'est bref. foisonnant. Ouais. Et bon, je reviens, je perds pas mon latin. Les buts qui m'ont fait parler, c'est que quand j'ai voulu me replonger sur un Ellison, j'ai trouvé pas d'édition. Mais c'était en français, il y a les derniers bouquins publiés de Lison, c'est en 84, 85. Ah oui, ouais. Il y a une édition des années 70 ou un truc comme ça, mais basta. Mais je ne vais même pas attaquer la traduction parce qu'en espagnol, c'est la même. Hein. Ouais. Je ne sais pas si on problème des soucis, des droits, je Avec ne sais les ayants strictement droit, rien. les ayants droit, ceux qui ont les droits. Peut-être qu'ils ne vont pas qu'elles soient traduites, Il paraît que c'est etc. compliqué, ouais, voilà. Je ne sais rien, mais une œuvre majeure comme la personnalité comme Harlan Ellison, c'est surprenant. Surtout dès qu'il y a beaucoup d'autres des contemporains à lui qui sont adaptés, traduits vivement, etc. Ouais. Bon, peut-être il y a la question des droits. En Je ne sais pas. même temps, on en parlait la dernière fois qu'on avait évoqué le navire des glaces, là, tu sais, Ouais. avec Moorcock, que moi, l'édition que j'avais, c'était un truc des années 80 aussi, parce que plus réédité, quoi. Ouais, je sais pas. et le problème de Ça mènerait à une Ouais. analyse bien trop C'est ça. profonde de qu'est-ce qui se passe en coulisses dans l'édition. Mais cependant, il y a des éditoriaux comme Nemos, par exemple, qui ont fait des paris de récupérer plein des auteurs de ce type. Il y a des autres que non. Il y a des traductions. Je pense que si je ne dis pas des bêtises, Lovecraft, si on enlève la traduction actuelle qu'il a fait Nemos, qu'il a retraduit avec un il y avait crowdfunding, etc. Bragelonne juste avant qui avait en France. Je pense que ça datait des années 80, un truc comme ça, la dernière traduction. Oui, Ça avait été, certes, cette traduction, ça avait été réédité à plusieurs reprises, mais la traduction restait la même. oui, bien sûr. Oui. Il n'a été jamais repris avec ses vertus, ses défauts, quoi. Ouais. Apparemment, il y avait pas mal de défauts. Dans la version française, je parle. Après, dans les traductions, il y a souvent. Ah non, attention. l'interprétation. Je vais quand même mettre un moment. Les traducteurs, c'est tout un métier. Oui. Défendons-nous. C'est ça. Parce qu'on pense bien que mettant un texte dans un traducteur Ah oui, non, universel type ça, c'est de la Google, tout merde. va bien. Ça, c'est de la merde. Et non, c'est un vrai métier C'est qu'il un faut vrai défendre. métier, mais qui. Cependant, un il y a une métier part qui a des choix. d'interprétation. Voilà, Oui, il y a une tout à part fait. d'interprétation, tu es obligé de faire des choix. Et après, c'est vrai que sur certains choix, il y a Et des surtout, si on parle de Lovecraft, c'est une œuvre si dense avec des mots si précis, etc. C'est Bref, ça. ça pourrait changer beaucoup de choses. Mais on ne parle pas de ça. Défense faite. Voilà. Je reviens sur Harlan Ellison. Donc, en tant que personnage, déjà, c'est assez marrant quand j'ai fait un peu de mes recherches, parce qu'apparemment, Harlan Ellison, en connaissant un peu comment fonctionnaient les mondes de qu'est-ce qui se vendrait après, il sait vraiment faire un malin plaisir
à faire circuler des fake news sur lui-même tout le long de sa vie, à tel point qu'il y a des sites qui disent bon, si on doit imaginer sa biographie, ça serait ça. On est à peu près sûr qu'il a été marié avec 5 personnes. Le gars a brouillé les pistes toute sa vie, en fait. Oui, non, mais plus que brouillé, je pense qu'il s'est fait un malin plaisir de jouer avec. Oui. Parce que je vois les profils, sans les connaître, hein, mais dans les profils, je vois quelqu'un qui doit être extrêmement doué et intelligent. En plus, tel comme ces analyses sociétaux qui sont dedans, qui sont vraiment sévères et extrêmement dures dans ces histoires, il les a même renversées pour dire ok, d'accord, un jour, maintenant que je commence à avoir un certain nombre, vous allez chercher des pistes de mémoire, vous allez vous faire chier comme des rameaux. Donc, il a joué ça. Bon, après, je pense qu'ils sont arrivés à faire, mais bon. En tout cas, c'est vrai qu'il a eu une vie assez militante, d'apparence, Oui. à tel point d'être mêlé avec des grandes figures, type Martin Luther King et tout ça, mais même ça, ce n'est même pas sûr. Mais en tout cas, dans son attitude, c'est vrai que c'était quelqu'un de très positionné politiquement, qu'il a été toute sa vie féministe actif, si ça existe tel cas normalement dans son époque, mais en tout cas une défense assez active des droits de la femme, etc. Et à nous nombre qui foisonne des idées, un peu toute cette génération qui sont venues philicadique, mais je pense qu'il n'y a pas trop de rapport, peut-être qu'ils se sont croisés, mais en tout cas, il y a un parallélisme assez important sur les sobres, même si lui prenait moins de drogue, à mon avis. C'est plus cohérent. Oui, il y a des passages, en plus, il y a cette cohérence, l'effet d'être des nouvelles, c'est des choses qui vont vraiment à la cible. Les tours rencontrés, dans un point de vue de la science-fiction, mais une science-fiction qui peut être très proche de nous, et cette science-fiction qui brouille les frontières pour aller au-delà de la science-fiction pure, parce que il y a plein d'histoires. Un de ces contes les plus connus, il y a 2 qui sont toujours passés à la mémoire. Je pense, il y a certains qui m'ont choqué plus, mais si je prends les 2 qui parlent plus de lui, il y a un qui s'appelle Répertoire, lesquels disaient je sais pas comment, les TikTok Man, c'est l'homme à TikTok. Que là, cette nouvelle-là, que c'est une nouvelle qui fait 15 pages, il parle, en 15 pages, il te parle d'une société dont perdre du temps, c'est illégal. Ah oui. Donc, en fait, il existe la figure des TikTokman, que c'est une agence, c'est le chef d'une agence, qu'il cumule tous les temps que tu as perdu dans ta vie et que il est en enlevant de tes temps de vie. Ah. Donc, et quand tu accumules beaucoup trop, tu dis, bon, si tu devais vivre à 70 ans et tu as gaspillé, quand tu as perdu 20 ans, ben à 50 ans, je vais venir te chasser. D'accord. Et l'arlequin, c'est la figure qui s'oppose à ça. C'est la figure qu'il est en train de volontairement prendre le temps, de perdre le temps publiquement et se rire de lui. Donc ça, encore une fois, ça que je t'explique, c'est 15 pages. Il pose le contexte. Là, il a une affaire horrible. J'imagine bien. Horrible. Parce que c'est pas du tout positif. Mais c'est vraiment horrible. Il y a un autre thème, je pense que c'est celui le plus connu, je n'ai pas de bouche, mais je vous crier. En fait, lui, il parle de vraiment les rapports entre une intelligence artificielle et les humains, mais d'une cruauté extraordinaire. Littéralement, c'est une intelligence artificielle qui a séquestré X hommes et femmes. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, en quel moment, et comme il les fait devenir immortels pour beaucoup plus les torturer.
Ah ouais, jusqu'au point de devenir pas de bouche, un sac de ouais, viande, ouais. mais toujours vivant. Hein. Mais c'est enfin, ouais, c'est une bonne. C'est une Euh, critique un peu du transhumanisme et tout ça aussi. oui, 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 clairement, clairement, clairement. Mais dans ça de tout ça que j'ai lu, tous, ils m'ont choqué. Et pourtant, c'est une petite sélection hein, qu'il y a Et là, ça, mais ça, ce recueil, il date de quelle année du coup? à cette recueil, il a sorti il y a 2 mois. D'accord, ouais, mais ça a été écrit quand les nouvelles? C'était Oh, les nouvelles, je pense qu'il y a l'année qu'il est écrit avant là-dessus. 2018, forcément. Ah, celui de temps, c'est de 66. Ah ouais, ouais, quand même. Je n'ai pas de bouche, mais je dois crier, c'est 67. Le mec, c'était un visionnaire quand même. Ah non, mais là, quand tu vois Mm. clairement les types qui parlent, etc. Parce que là, ils en étaient vraiment au balbutiement Ah ouais, ouais, non, de mais l'extrapolation qu'il en a fait, quoi. quand on dit que c'est une figure majeure, pour moi, c'est une figure majeure de la science-fiction, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment Ouais. un visionnaire sur plein de points qu'on pouvoir refléter dans toutes ces séries qu'il a une influence, que c'est des séries qui, d'une façon ou autre, ils ont une influence majeure dans les pop culture, plus tard. Mhm. Et tout, il est dans sa plume, quoi. Et hormis les questions des droits, c'est une question. Tout simplement parce que je ne connais pas la situation. J'ai essayé de chercher, mais Ouais, je n'ai rien trouvé, aucune raison particulière. Je ne sais pas. Peut-être si je croise un peu, j'arrive à les trouver, mais c'est quand même choquant à quel point c'est difficile de trouver des choses. Un gars qui a eu au moins une quinzaine, une vingtaine de prix. ouais, Entre ouais. Nebula, Hugo, Ouais, vraiment c'est étonnant, hein. Il y a des des gens tonnes et tonnes de prix qui se passent à la trappe comme ça. qui sont une littérature hyper marquée, déjà politiquement parlant, mais en plus d'être politiquement parlant, c'est beau Oui. comme il écrit. Moi, il y a un passage, il y a un des contes qui m'avait. Ça faisait longtemps que ça ne me faisait pas ça, hein, de Death Wirth, celui-là, qui est un des plus longs. Hein, dans cette conte, c'est un peu surréaliste parce qu'il y a l'histoire d'un homme qui se réveille au bout des époques, tu sais, qui se réveille, il découvre petit à petit qu'il y a un sens religieux là-dedans, etc. D'accord. Mais tout ça est intercalé sur des narrations presque des examens d'école en demandant. C'est tout un truc assez, je ne vais pas dire surréaliste parce que vraiment tout, il y a un sens de pourquoi il est posé. Mais vraiment comme des flashs d'images pour composer une histoire complète. Et dans ces flashs d'images, il explique une histoire tout bête, il parle à lui en première personne de lui et son chien, et comme il l'accompagnait pendant 15 ans de sa vie, et comme il devait l'accompagner au béto pour l'éteindre, et pendant qu'il s'éteignait pour la piqûre parce qu'il était malade, etc. Mais il était écrit tellement fin, et tellement comme n'importe qui a ressenti cette malaise de devoir amener ton animal au béto parce qu'il est malade et que tu sais que c'est la seule façon, c'est jeter au bout des larmes. Et sur un bouquin, ça m'a rarement passé. Peut-être parce qu'il appelait aussi des choses à moi, Oui, bien sûr. mais c'est une finesse étonnante. C'est le genre de trucs que j'aime beaucoup, j'apprécie cet esprit de synthèse, parce que ça me parle particulièrement. Hein. C'est pas que j'aime pas les bouquins longs, mais cet esprit de synthèse, de savoir dire 3 paragraphes, parce que ça que je viens de te raconter, pareil, c'est un des chapitres, qui c'est-à-dire, je ne vais pas les trouver comme ça en coin, mais je pense que c'était 12 pages, quoi. Et il arrive à transmettre un monde en C'est ça. peu de mots. C'est incroyable. Oui, c'est ici. C'est ici. Tout simplement, la première phrase, c'est hier, mon chien, il est mort. Voilà, comme ça, en direct. Et ça, ce chapitre-là, il est exposé, ça dure 12 pages et demie.
Drupa Janemi, qui parle de ses sensations, qui parle de ça qu'il a vécu à côté de son compagnon qui c'était son meilleur ami, de comment lui c'était un enfant, bon, c'est lui fictif, hein, je ne pense pas qu'il soit quoi, ça pourrait être en première personne très marqué, lui, comment il était un enfant solitaire, etc., et que c'était grâce à Bou, que c'est comme s'appelaient les chiens, il avait rencontré l'amitié, il a rencontré et comment lui l'accompagnait dans son adolescence, dans son passage à l'âge adulte, etc. Et comment après, il a dû décider de l'amener au béto pour qu'il était malade. Je trouvais la justesse, la finesse, toutes ces nouvelles, c'est comme ça, quoi. Comme je disais, c'est quelqu'un qui l'a marqué incroyablement. Et je pense que on aura difficilement à savoir à quel point peut-être cette figure il a marqué. Bon, je ne vais pas dire que c'est une figure méconnue, ça ne sera pas complètement faux parce qu'il y a quand même un bon marqué, mais ça ne reste pas dans les figures comme on peut en parler. Je pense que dans les science-fiction, par Asimov ou par Philippe K. Dick, etc., c'est marqué, peut-être parce qu'il a eu des tonnes des adaptations. Peut-être Asimov a des tonnes, mais il a quand même passé pour son esprit scientifique, etc. Et c'est des figures comme ça qui sont restées un peu plus à l'écart. Peut-être volontairement, je ne connais pas tant sa biographie comme ça, mais que c'est quand même impactant. À moi, ça m'a choqué positivement découvrir Alain Ellis, découvrir ces bouquins. Malheureusement, pour essayer d'un peu de conclure cette phrase, c'est vraiment pour trouver un recueil de ce type, c'est qu'en anglais. Donc, Et quand tu as regardé pour les éditions françaises, les prix étaient abordables ou c'était des trucs à 300 balles? Il y avait, je pense que j'avais un truc bio-bouquin qui peut-être c'était abordable, le reste j'ai vu 300, 350. Ouais, voilà, le problème du marché d'occasion, c'est que s'il n'y a pas eu beaucoup de tirages, bon ben là c'est inabordable quoi. C'est ça, on pourrait dire en diète en live, mais c'est vraiment... Toi, c'est qui tout double en fait, sur les bouquins qui ne sont pas réédités. Moi, tu vois, le navire des glaces de Moorcock, là, là, ça coûtait rien parce qu'à l'époque, ça avait vraiment bien marché. Donc, il a eu un gros tirage. Donc, en occasion, on pouvait le tirer à 2 euros. Mais, un brochet dérapage à 20 euros. Bon. Quand tu n'as pas les prix, tu peux te faire peur. Hein. Ah oui, ça pue quand il n'y a pas le prix. Ouais. Donc, non, je pense que c'est pas facile de trouver. Oui. 137. 137 euros. C'est que c'est pas facile de trouver. Bon. Forcément, qu'est-ce que ça va servir cette vidéo bon, ceux qui peuvent lire en anglais, ben, allez-y, foncez, découvrez-le. Ils font entre tous un peu de pub et peut-être qu'avec un peu de chance, c'est qu'un jour décideront de faire des autres versions, une mise à jour, des traductions. Un éditeur qui peut racheter un petit peu les droits ou quoi. Voilà, j'ouvre, que ce soit en français, en espagnol, etc. Voilà. C'est parce que finalement, les traductions, encore une fois, on va parler, si on peut lire à la BO, c'est toujours mieux lire à la BO. Mais ça permet que des œuvres qu'on connaisse, moi je suis désolé, moi le chinois je ne parle pas, ni japonais non plus, les bouquins s'ils ne sont pas traduits, je ne peux pas les lire. Oui, bien sûr. Il est même pour les mangas, les même pour... Puis surtout quand même, globalement, enfin, je trouve que la plupart des bouquins qu'on prend traduits sont quand même de bonne facture. De temps en temps, ça va pas, mais la plupart du temps, ça reste... Il y a un esprit, bon, c'est plus... Des fois, dans les coulisses, il faut savoir voir qu'est-ce qu'ils ont, parce que des fois, c'est même pas la faute au traducteur ou un éditeur qui tout simplement il vous fait vite. Bon, il y a tellement de facteurs que c'est compliqué à juger. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au moins ça qui nous arrive, c'est factible, c'est les mêmes. Encore une fois, je préfère toujours... les films sont un peu différents parce qu'on a toujours la possibilité de les voir en BO sous-titré. Et ça, peu importe la langue, que je le comprenne ou que je ne le comprenne pas, que ce soit en coréen, japonais, mandarin, je m'en fous. Je préfère les voir en BO sous-titré parce que les expressions, tout ça qui se voient, c'est pas pareil. Mais mine de rien, les sous-titres, ils vont complet. C'est juste, on a habitude à faire. Hein.
Mais dans ces cas-là, tout ce qui c'est écrit, malheureusement, on doit passer. Malheureusement, c'est même pas malheureux. Il faut. Bon, malheureusement, dans les cas comme lui, Oui, voilà. qu'on n'a pas d'option de les lire Mm. en autre langue qui ne soit pas l'anglais. Donc, il de redécouvrir des figures de la science-fiction aussi importantes comme lui, que je pense que sûrement sans risquer trop, ils ont marqué une génération d'auteurs anglophones. Quoi. Oui, bien sûr. Et que derrière lui, ça, on les voit dans les introductions des auteurs qui sont faits, dans ces cas-là, il y a une introduction de Neil Gaiman, qu'ils ont été marqués pour l'œuvre de cet homme et qui sont hyper difficiles. Et même, d'ailleurs, il y a dans une de l'introduction, je ne sais pas qui l'a fait, je pense que c'est l'éditeur, Cassandra Shaw, c'est elle qui parle, que c'est hyper difficile, même en anglais, trouver des compilations. Oui. Que ça, c'est la première qui sort depuis longtemps, en fait. C'est une figure que, volontaire ou pas volontairement, quand c'est tellement des facteurs, j'ai tendance à penser que c'est plutôt volontaire, le fait de les mettre de côté, de faire disparaître le firmament pour un auteur qui, au moins, après pris cet endroit dans ses bottes. On commence à comprendre que c'est rare, très rare à voir. C'est ça. Donc, pour un auteur que, mine de rien, il s'est tenu dans ses bottes, il a suivi ses principes, il est allé au plus loin qu'il voulait. Bref. À essayer de découvrir. C'est ça. Si vous pouvez, allez-y. Sinon, j'invite à n'importe quel éditeur qui essaie de foncer, trouver les droits, traduire, etc. Carrément. Et voilà. Je sais que c'est une introduction très brève, très délabrée de ma part, avec juste des coups de pinceau à droite-gauche sur cette figure-là. Je n'avais pas pour avis non plus dans cette chronique de faire une présentation affûtée et fine. Surtout que dans mon propre style, soyons clairs aussi, je préfère dire les choses comme il vient, dans mon esprit, et pas rédiger, même si... Ah, mais en plus, là, le truc, c'est que ça a l'air d'être tellement... que si tu avais voulu faire un truc exhaustif, tu aurais tenu 2-3 heures dessus, quoi. Au minima, ouais. Voilà. Au minima. Ça, c'est sûr. Hein. Et surtout, quand on penche dans sa vie, quand on commence à chercher dans les mythes, la figure, c'est jeu propre qu'il a joué entre les mythes et la personne, entre l'écrivain, les mythes et la personne. Donc, tout ça, c'est jouer en vous de ces nouvelles, c'est absolument volontaire de sa part, pour brouiller tout ce genre de pistes, pour jouer avec ça même, parce que tous les écrivains qui sont joués avec ça, ils savent à quel point c'est puissant. Et dans un monde comme l'actuel, que c'est plus important la post-vérité que la vérité en soi, parce que le plus important, c'est que tout soit cru que ce qui soit vrai. Bref, on pourrait s'étendre pendant longtemps sur ce thème-là. Ça, c'est une longueur d'avance, quoi. C'est savoir, je brouille à tout, vous saurez. Du peu que tu as expliqué sur ces nouvelles des années 70, c'est diablement actuel. Ah oui. Quand tu les lis, ça t'a fait beaucoup écho. Donc, c'est encore raison de plus pour les redécouvrir. C'est ça. Sur ce, je vais te laisser. Allez. Les mots. Et donc nous on va parler du manga en premier. Donc manga Léviathan. Donc de Shiro Kuro. On essaye de faire une bonne prononciation. Donc c'est un récit de science-fiction et de suspense horrifique. Il est publié par les éditions Ki-Un, qui sont une édition française, et qui est en exclusivité. C'est-à-dire que c'est un auteur japonais qui a été publié pour la première fois en France. Il n'était pas publié au Japon quand... Ah bon? Ouais. C'est une création originale de l'édition française, en fait. Et du coup, comme ça a attiré l'attention du public japonais et de certains éditeurs, actuellement, après les éditions françaises, il a été prépublié au Japon dans le Weekly Jump Plus. D'accord. Voilà, mais la première parution du manga, c'est français.
Donc, ça a été publié en 3 tomes. C'est une histoire qui est terminée en 3 tomes. Donc, le premier tome est sorti en janvier 2022, le tome 2 en septembre 2022 et le tome 3 en juin 2023. C'est plutôt destiné à un public plutôt adulte, adolescent un peu plus, on va dire. Il est dans la catégorie seinen. Donc seinen, pour rappel, on en avait un peu parlé, mais je rappelle, c'est un manga qui est plus ou moins pour les adultes. C'est des histoires qui sont un peu plus matures que les shonen. Les sujets sont abordés de manière des fois plus frontale et plus réaliste que les shonen, qui ont tendance à être un petit peu plus fantastiques, on va dire. Sur le site français de Ki-un, il conseille 14 ans et plus. Voilà, donc c'est pour situer un petit peu le truc parce que c'est assez sombre comme histoire. Donc petit mot sur Ki-un, c'est une maison d'édition qui s'est fait connaître grâce à la publication de My Hero Academia en France, dont le succès a été colossal et qui a fait le fait d'avoir publié cette série My Hero Academia, ça a fait de la maison d'édition le 4e éditeur français actuel. Donc ils ont, je crois, sur tous les mangas qui sortent actuellement en France, ils ont, je crois, un truc comme 13% de part de marché, ce qui est énorme. Ah ouais. Quand on voit le nombre d'éditeurs qu'il y a. Et donc, le succès de My Hero Academia a permis justement de travailler sur des créations originales et de soit faire du manga européen, soit des auteurs japonais, comme c'est le cas de l'auteur de Léviathan, qui ne trouvaient pas à se faire éditer au Japon, et donc il a eu sa chance en France, du coup. Au dessin et au scénario, donc du coup, on retrouve Shiro Kiro, qui est un auteur japonais, au parcours un peu atypique d'ailleurs, hein, puisqu'il est né dans les années 90. Il est tombé éperdument amoureux des mangas, hein, puisque c'était la grande époque de Weekly Shonen Jump, qui publiait entre autres à la période où il a commencé à pouvoir s'intéresser au manga. Ils étaient en train de publier Dragon Ball, Ken le Survivant, etc. Donc oui, je sais que tu n'aimes pas Ken le Survivant. Les noms Ken le Survivant. Oui, le titre français, tu n'aimes voilà. pas le titre français, je précise. Mais pour autant, il ne mise pas tout sur le manga, même si c'est sa passion. Il fait des études à l'université où il a un diplôme de design graphique et où pendant ses études on lui a appris les bases du dessin mais sans plus. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait là, dans ses mangas Léviathan et l'autre série qu'il est en train de dessiner, il a plus ou moins fait en autodidacte. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'école spécifique pour être mangaka. Pendant ses études, il tente sa chance auprès d'éditeurs en faisant des one-shots, des petites histoires, mais jamais couronné de succès. C'est-à-dire qu'il a gagné des prix avec ses histoires, mais ça ne s'est jamais concrétisé par une publication quelconque, que ce soit en version livre ou même sur un magazine. Du coup, vu qu'il n'arrive pas à percer en tant que mangaka, il va travailler un temps pour des studios. Donc il travaille pour la Toei. Donc il y a un studio d'animation où il va œuvrer sur les décors, notamment de One Piece, de la série One Piece et de la série Pretty Cure. Il a été assistant dans un studio de mangaka pour Night of Sidonia de Tsutomu Nihei. Ouais. Ça, je pense les chroniquer, mais pas les mangas, l'anime. L'anime, ouais. Et parce que je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, donc c'est bien. Ah oui, Sidonia, c'est très bien. Ouais. Et donc là, il se pendant 3 ans, en fait, il travaille avec ces 2 studios et il se forme donc sur les techniques pour dessiner les décors et aussi sur les outils numériques dont il va se servir après tout seul. Il abandonnera un temps cette carrière aussi, puisque très certainement pas assez rémunératrice, pour travailler un temps en tant que web designer dans une entreprise classique, on va dire.
Il fait quelques publications à compte d'auteur en tant qu'amateur pour vendre dans les conventions parce qu'il abandonne jamais quand même cette passion du manga. Et donc Léviathan est sa première publication en tant qu'auteur professionnel. Et pour en revenir, c'est sur une convention qui s'est fait repérer par la maison d'édition française en fait. Il est en train toujours, il est en train de dessiner il a commencé une deuxième série qui s'appelle Dragon Hunt Tribe et qui est toujours une création originale Kiun. C'est-à-dire que c'est la maison d'édition française qui lui a mis le pied à l'étrier. Bon, ben, il a donné sa fidélité pour l'instant à cette maison d'édition pour son œuvre, sa nouvelle œuvre. A noter qu'il travaille plutôt comme un auteur de bande dessinée européenne, étant donné qu'il fait tout seul. Il fait le scénario, le dessin, mais il fait la mise en page, tout est fait tout seul. Enfin, de ce qu'il a dit en interview, il n'a pas d'assistant. Donc ce n'est pas rare dans les mangakas. Voilà. Bah, surtout quand on débute, parce que là c'est sa première œuvre. Oui. Donc en général, les premières œuvres, tu les fais tout seul. Après que tu as passé un certain statut, là, c'est au contraire, tu ne fais même pas le script. Là tu es obligé de passer un certain cap et avec les contrats qu'ils doivent avoir, parce que les boîtes d'édition japonaises, comme il y a la prépublication mensuelle, ils sont obligés d'abattre un travail phénoménal. Chaque mois, ils doivent présenter un chapitre, donc tu ne peux pas faire tout seul, quoi. À moins que la boîte soit vraiment avec beaucoup de mansuétude, ce qui n'est pas trop... quand il s'agit de sous-sous, il n'y a pas trop de mansuétude en général. Bon, de quoi nous parle Léviathan? Donc, l'histoire débute dans l'espace profond, hein, là où on ne nous entend pas crier. Petite référence à Alien. Qui n'est pas Romulus. Voilà, c'est ça. Une bande de 3. On suit d'entrée de jeu une bande de 3 pilleurs d'épaves qui dénichent un potentiel pactole, puisqu'ils arrivent en vue des restes d'un gigantesque vaisseau de croisière, le Léviathan, qui a subi de graves avaries. En commençant l'exploration du vaisseau, ils tombent assez rapidement sur le journal de bord d'un jeune passager qui était alors en voyage scolaire en route pour la Terre. Le vaisseau était Le vaisseau était parti des colonies de Proxima du Centaure, puisque ça se passe dans un futur assez lointain où l'être humain s'est répandu dans la galaxie, en gros. Hein. Et donc, ce voyage scolaire était censé aller, plus d'autres passagers bien sûr, aller des colonies de Proxima du Centaure jusqu'à la Terre pour une fête planétaire. Et on apprendra aussi que ça se situe dans un monde plutôt dystopique, puisque la Terre c'est une grosse dictature. Et comme bien sûr, comme dans ce genre d'histoire, les autres planètes sont considérées comme des sous-planètes, ils n'ont pas les mêmes droits. Bon, bref, il y a tout un lore comme ça qui est assez intéressant. Et donc, ils sont en route pour la Terre. Au cours du voyage, l'auteur du journal relate ce qui est arrivé aux passagers du Léviathan après qu'un incident ait détruit toutes les fonctions de navigation et de communication du vaisseau. En gros, il y a plus de la moitié du vaisseau qui explose. On voit des sortes de météorites passer. Et à part l'endroit où étaient parqués les jeunes collégiens avec leurs accompagnateurs, on comprend très vite que tout le reste du vaisseau, ils sont tous morts en fait. Voilà. S'engage alors un récit croisé entre les pilleurs et les flashbacks de ce qu'ont vécu les élèves au travers du stylo de cette jeune personne. Donc nous apprenons que le Léviathan a été touché de plein fouet par des projectiles spatiaux. Le seul endroit du vaisseau, comme je l'ai dit, sauf sont les parties réservées aux collégiens en voyage et leurs surveillants, qui sont au nombre de 2. Et on va suivre le narrateur principal, qui est Kazuma Ichinose, dont on apprend assez rapidement qu'il suit une thérapie psy nécessitant la prise de calmants de manière régulière, et de ses camarades les accompagnant ses camarades. Je vais respirer un coup parce que je suis fatigué aussi. Donc on suit
le dire de Kazuma Ichimonose. Et ses camarades vont vite se rendre compte qu'ils sont isolés du reste du vaisseau afin de les maintenir à vie. C'est-à-dire que quand les projectiles spatiaux ont touché, il y a des sas qui se sont fermés pour les maintenir en vie. Ils sont en compagnie d'un robot de sécurité qui, accompagné d'un professeur, commence à diagnostiquer la situation. Donc il s'isole un peu. Et le robot égrène au fur et à mesure les mauvaises nouvelles. Ils sont à mi-chemin de leur voyage, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment au milieu de nulle part. Et les transmissions ne fonctionnent vraiment plus. Le système de recyclage de l'air est mort, bien sûr. Et le vaisseau est passé sur les réserves de secours, dont une partie a été détruite. Et donc, à l'instant T, quand il y a eu la catastrophe, il reste 50 heures d'autonomie d'oxygène. Il n'y a pas de canaux de sauvetage, il n'y a rien. Ils sont enfermés au milieu de l'espace et dans 50 heures, ils seront tous morts. Il reste cependant un espoir, entre guillemets, la présence d'une capsule de cryogénisation qui permettra la survie d'un seul des rescapés de l'accident. Donc le robot explique au professeur, parce que le professeur dit mais comment ça se fait qu'il n'y ait qu'une capsule? Et en fait, le robot va expliquer qu'ils sont une compagnie low cost. Donc forcément, il y a certains trucs sur lesquels ils sont passés un petit peu outre, plus le fait que les nouvelles technologies des vaisseaux actuels, en fait, ils se déplacent tellement vite qu'ils n'ont plus besoin de cryogénisation comme à l'époque, en fait. Et du coup, la salle de cryogénisation où il y avait des centaines et des centaines de sas pour s'y mettre dedans, en fait, a juste été réhabilitée en frigo, quoi, en gros, pour les vivres, quoi. Donc le professeur pense pouvoir garder l'existence de cette capsule secrète en attendant de peut-être trouver une autre solution, tout en se le gardant peut-être un peu pour lui. Le problème pour lui, c'est que Kazuma et une de ses camarades, qui s'appelle Futaba, ont surpris cette conversation et sont également au courant de la situation désespérée dans laquelle ils sont. Il s'engage alors un engrenage qui va entraîner petit à petit l'apparition d'une spirale de violence vraiment violente. Et le professeur va tout faire pour faire taire la situation par tous les moyens possibles, puisqu'il sait qu'il a été vu, mais il ne sait pas par qui vraiment. Et Futaba, elle, de son côté, exige de Kazuma qu'il garde le silence pour augmenter leurs chances de survie. Et il ne faut pas grand-chose, bien sûr, pour que tout dérape. Donc ça, c'est le pitch de départ de Léviathan. Et donc, on est devant une première œuvre qui est quand même assez généreuse, parce qu'il livre une histoire qui est quand même assez ramassée, sur 3 tomes, mais qui ne manque pourtant pas et de rebondissements et de références. Au travers d'une interview, Shiro évoque plusieurs influences pour Léviathan et aussi pour sa vie de mangaka plus généralement. Parmi elles, on retrouve Hayao Miyazaki. Bon, là, c'est difficile à repérer tant l'histoire est noire, parce que Miyazaki, c'est plutôt la lumière. Lui, ça serait plutôt du coup l'obscurité. Là, on le retrouve plus facilement. La deuxième référence qu'il a, c'est Akira de Katsuhiro Otomo. Où là, effectivement, même des fois, il y a certains dessins où on retrouve vraiment cette patte. Mais il cite également, là je pense que c'est la personne qui l'a interviewé, c'était un journaliste français, donc alors je ne sais pas s'il a dit pour vous faire plaisir ou parce qu'il est vraiment fan, mais il a beaucoup d'influence de la BD franco-belge, notamment Moebius, avec apparemment il est fan de Lenkal. Enki Bilal, bien sûr. Il a cité aussi les cités obscures de François Schuiten, dont on avait parlé, et un autre dessinateur italien dont j'ai regardé, je ne connais pas, mais j'ai regardé vite fait quelques dessins sur internet, Sergio Topi, ça a l'air d'être vraiment très intéressant. Et donc Léviathan avait pour but, selon ses dires, d'égaler les 2 dernières références. C'est-à-dire que pour lui, quand il a dessiné Léviathan, il voulait égaler le travail de Schuiten sur les cités obscures et de Sergio Topi. Le thème central de son histoire reste la réaction humaine face à une situation désespérée.
Et donc le thème principal reste la noirceur de l'humanité, bien sûr, puisque ça va dériver dans une sorte de battle royale, hein, tout simplement. Hein, Ouais. Voilà. Tellement japonais, ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Cette vision. Et d'ailleurs, il y a très peu de mangas qui finissent bien. Hein. c'est ça. Et là, on a le sous-titre du manga, je trouvais très bien, c'est Monstre humain qui sommeille au cœur des ténèbres. Ça résume bien, je trouve. Des thèmes secondaires sont abordés également au travers de ces 3 tomes. On a entre autres la subjectivité de l'écrit. On a le harcèlement scolaire, bien sûr, qui est très, très bien référencé dans ces 3 tomes. On a les différences sociales, puisque là encore, même au sein de cette classe, on apprend que la colonie dans laquelle ils sont est divisée en 2 parties. La partie, les quartiers hauts qui sont plutôt notables, les quartiers bas qui sont plutôt les pauvres. Et donc ces dissensions vont exploser avec la situation du Léviathan. On a le thème de la maladie mentale, bien sûr, qui est abordé. On a la violence qui est très très graphique. Donc il faut quand même, avant de vous lancer dans ce manga, il faut quand même être prêt au fait que c'est violent, c'est très graphique et c'est très cru. Voilà, si vous n'êtes pas un peu sensible, même si c'est du noir et blanc, si vous êtes un peu sensible à certaines images, bon, peut-être pas se lancer là-dedans. On parle bien sûr, je l'ai évoqué, des régimes totalitaires, de l'éthique de la science, etc. Il y a d'autres thèmes bien sûr, mais c'est dingue, en 3 tomes, c'est vraiment foisonnant les thèmes abordés. Jetez volontairement certaines références bien sûr afin de ne pas trop spoiler l'histoire. Et donc pour donner mon avis, Léviathan est une œuvre, comme je l'ai dit, généreuse, surtout pour une première œuvre, hein, pour un premier essai. Le travail du dessin, surtout pour une personne seule, est gargantuesque. Et même si c'est clairement un manga, on trouve dans les traits de Shiro, notamment pour les décors, une influence un peu européenne, notamment avec le travail des hachures, qui fait vraiment penser pour le coup au travail de Shuiten sur les cités obscures, ou qui fait penser aussi aux enluminures des romans du 19e siècle de Jules Verne, un peu, tu sais. Ça fait penser un peu à ça concernant les décors. L'histoire, pour peu qu'on ne soit pas rebuté par la violence et l'horreur qui en découle, est un véritable page turner. Hein, c'est-à-dire que moi j'ai lu les 3 tomes d'affilée, j'ai pas posé. J'avais lu jusqu'à 3h du mat ou un truc comme ça avant de lâcher. Comme toute première œuvre, elle n'est pas dénuée de défauts. On peut avoir un ressenti, même si ça reste un travail énorme, on peut avoir un ressenti par moment de défauts graphiques au niveau du dessin qui s'avèrent parfois inégaux. Ils sont sublimes par moment et par moment légèrement en dessous, et c'est quand même pour chipoter parce que les dessins dits loupés entre guillemets sont largement au-dessus de mon propre niveau que j'aurais jamais. Mais cependant, ça peut laisser un goût étrange sur l'ensemble par moment. On peut retrouver aussi quelques défauts d'écriture, même si là encore rien de grave. C'est juste qu'on voit certains twists venir d'assez loin, pour peu qu'on soit coutumier de ce genre de récit. J'avoue avoir été quand même surpris par moments, même si les 2 voire 3 plus gros twists de l'histoire ils ne m'ont pas pris de court. J'avais détecté le truc en amont. Bon, il n'en reste pas moins que si vous voulez vivre l'angoisse d'un naufrage dans l'espace, l'espoir de pouvoir survivre, le désespoir de savoir qu'un seul le pourra et le déchaînement de violence qu'il en résulte, Léviathan ne vous laissera clairement pas indifférent. On pourra passer outre ces quelques défauts, car le récit est rempli à merveille son office, à savoir qu'il nous fait nous poser des questions sur notre propre humanité, en même temps qu'il pose un constat sur le potentiel monstrueux de l'être humain. On peut, avec une question vraiment centrale, c'est peut-on garder son intégrité et ses principes quand on est au pied du mur. Léviathan est une farce macabre qui se déguste avec plaisir, donc foncez-y.
Intéressant, intéressant. Ça m'a dit bien. Je connaissais pas, donc... Ouais, c'est un truc assez récent au final. Moi, je connaissais pas. Je suis tombé par hasard au hasard de mes pérégrinations sur Internet. Ouais. Et ça m'a bien accroché. J'avais vu quelques planches que j'avais trouvé vraiment Ouais, style graphique, le vaisseau, le dessin du vaisseau et tout m'avait beaucoup attiré. Et c'est pas mal. Après, vraiment, c'est 3 tomes, hein, ça va vite. Hein. Ouais, non, mais ça, il y a en plus, cette format, normalement, ils sont pas forcément hyper chers. Hein. Donc, C'est 9 euros. Oui, Ouais, c'est ça. en arrondissant supérieur, c'est 10 euros. Donc, Ouais. vous Oui, avez la oui. série pour 30 euros. C'est ça. 30 euros, vous avez toute l'histoire. C'est ça. Je regarderai ça. Donc, à moi. Voilà. À toi. Alors, allez, on va essayer d'entamer un gros morceau, mais je vais l'entamer différemment. En fait, aujourd'hui, je voudrais parler des Neon Genesis Evangelion. D'accord? Je montre les mangas, hein, Mais c'est l'anime. mais je voulais parler de l'anime. Je voulais aller plus loin dans ça, parce que forcément, bon, même si je vais faire un survol de l'histoire, de qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il y a de spécial, et qu'est-ce qu'il a marqué tellement les esprits, cette série. Mhm. Mais en vrai, cette série, moi, des noms, je le connaissais depuis longtemps, mais je n'avais vraiment jamais foncé jusqu'à il y a 3 ans, un truc comme Ah ça. ouais, tu connaissais pas avant, ouais. Connaître, oui, Oui, oui. mais je n'avais pas pris le temps comme tant d'autres, hein, D'accord. que tu laisses de côté, tout dire. Et quand je prie, je fais l'ancienne série, les films, les nouveaux films, Ouais. les nouveaux films avec tout nouveau, et les mangas ensuite. Oui. Donc j'ai tout fait, la totale, 100%. Et après, de plusieurs réflexions, de dire, bon, parce qu'en général, quand j'imagine les chroniques, je pense que toi c'est pareil, on imagine de montrer soit des fois on parle des films modernes parce qu'on a envie de parler parce qu'ils nous ont touchés et qui ne sont pas forcément des blockbusters, à Oui. quelques exceptions près, Mhm. ou des choses, des pépites qu'on trouve, qu'on aime partager et tout simplement donner notre avis. Et je vais faire cette même approche parce que là, Evangelion, il a été déjà décortiqué dans tous les sens, dans tous les côtés, sûrement 10 000 fois mieux que je vais faire maintenant. Cependant, il y a une seule chose qui n'était pas faite, c'est mon avis. C'est ça. C'est mon avis à ce sujet. Et surtout, quand je vais arriver un peu à la conclusion, je vais vous donner aussi mon avis sur les fins. Parce que une chose caractéristique d'Evangelion, c'est qu'à force de versions, il y a plusieurs fins différentes. Et si on reprend les derniers films, alors là, c'est même pas la fin. C'est tout refait de A à Z. Mais bon, D'accord. c'est presque des histoires différentes en quelque sorte, des réinterprétations. Les derniers films qui sont faits, on les voit sur Amazon, mais je me souviens plus des noms. Apparemment, l'auteur avait voulu faire ça parce que c'était par rapport à son public qui avait été déçu de la fin. Hein, de Ça, ce que j'avais compris. c'est les films qui terminent la série. En Ouais. fait, il y a la série, qui sont 20 et quelques C'est ça. épisodes, d'accord, C'est avec les 2 derniers épisodes qui ont marqué l'esprit de beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Je revendrai. Je laisse mon avis complètement. En suspens. Voilà. Ils sont refaits en film des années après, justement par rapport à ça, avec plus de budget pour reprendre cette fin-là. Et bien plus tard, 15 ou 20 ans plus tard, ils sont refaits C'est 4 films. Je 4 crois que films en c'était tout. 3. On va les dire, pour être précis. Soyons sérieux, disons les trucs. Je pense que c'était 4 de mémoire, mais. Bah, c'est possible, hein. Mais il me semble en avoir vu 3 sur Amazon Prime. Mais il n'y a pas un qui était double. Ah, peut-être. Hein. Ah, tu vois, c'est Evangelion 1.0, 2.0, 3.0 plus 1.0. D'accord, ouais, c'est ça. Il y a après Revival, Rebuild, mais bon, que ça, c'est des. Les Rebuild of Evangelion, c'est ces 4 films qui les font, en fait. D'accord. Mais les 3.0 plus 1.0, je pense que c'est un truc bizarre, mais en tout, c'est 4. Je n'avais pas savais pourquoi je disais ça. Donc, la série, de quoi elle parle? La série parle de
d'une guerre sur la Terre après une grosse, je ne veux pas dire apocalypse, mais une grosse crise qui a vraiment éliminé la moitié de l'humanité, se sont recréés suite à une attaque, guillemets, parce que ça, forcément, des créatures de l'espace qui s'appellent les singes, et qui avaient fait une sorte de cataclysme, ils avaient envoyé bouler la planète, une partie de la planète. Et tous les humains se sont rejoints sur un coin, ils ont créé des mechas qui ne sont pas des mechas, parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout des mechas, mais c'était, au moins, c'est où ils avaient été classés Evangelion à l'époque dans les animes des mechas, c'est les Seba. Et la caractéristique de ces Seba, c'est qu'ils doivent être en synchronie, parce que les Seba, comme je dis, ce n'est pas des mechas, parce que c'est vraiment biomécanique, si on est en définition, ils doivent être en syntonie avec des pilotes, et ces pilotes-là, c'est des adolescents. Et à partir de là, c'est où change toute l'histoire. C'est qu'une histoire qui est vendue comme, apparemment, ça doit être une histoire de méca classique, des combats, des contre les gros kaiju, etc. Qu'il y en a, hein. C'est pas qu'il n'y en a pas. Mais pour moi, ce n'est pas le centre de l'histoire. Ça passe à l'histoire des adolescents avec un bouleversant complet, si on se situe à l'époque des contextes, on passe du type shonen, des équipes, à des gens qui vont se dépasser dans les autres, à des gens qui ne veulent pas être là. C'est ça. Pas du tout. Dis, qu'est-ce que je fous là, en train de me battre contre des monstres. C'est les protagonistes, surtout ça. C'est la réaction la plus humaine qu'il en soit. Mais qu'elle se dépasse à lui-même et finit pour se battre pour amitié, pour amour, pour plein de choses. Tout ça dans un contexte familial affreux. D'une famille toxique à 100%, et entouré des femmes, les filles qui sont autour de lui, qui les laissent plus mal à l'aise qu'autre chose. Bon, les filles et les femmes, parce que la capitaine, c'est un peu différent aussi. Que, surprenamment, même si par des moments ils peuvent sembler sexualisés, ils ne le sont pas du tout. Non. Même si, notamment dans la réinterprétation, cette histoire, elle apparaît plus de sexe, mais en tant que la vraie histoire qui se cache derrière, hein, parce que ça, c'est un fait archi connu, je ne vais pas revenir, mais Evangelion, c'était écrit suite au pendant la dépression de l'auteur, que Yoshihiko Sadamoto. Voilà, je l'ai dit, je ne répéterai plus. Ouais, du coup, oui. Ça, je ne savais pas qu'il avait écrit ça pendant... Si. En fait, il a fait ça se la dépression en démarrant cette série. D'accord. Ça se ressent bien, en fait. Toutes ces motivations, ils ont été reflétés dans ça, dans ces privations, dans les rapports, qu'en plus... le Japon, il a été un peu les premiers à voir, mais je pense que ce n'est pas les seuls qui vont les voir dans la génération à venir, sur ce rapport au groupe de tous les jeunes japonais qui avaient presque 1 million de personnes qui vivaient isolées dans la maison, et qu'encore il y en a, des tonnes, justement pour peur au rapport social. Et cette personne, et tout ça, il a mis dedans cette peur au premier rapport sexuel, à découvrir, dans son adolescence, à découvrir les sexes dans toutes ces combinaisons, que en quelque sorte il modifiait ce rapport avec les autres personnes, que d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont marqué les filles qui partagent les pilotages des Seva avec ça, ils génèrent finalement un groupe, une vraie famille en quelque sorte, plus que la famille originale de lui. Il donne une psychologie hyper forte au personnage, que d'ailleurs, c'est ça qui va bouleverser, c'est un fait, ça a été déjà acté, c'est ça qui bouleverse les genres, c'est parce qu'il arrête d'être un anime des mechas pour devenir un anime des adolescents. Avec toutes ces histoires, ces problèmes psychologiques, et comme tout ça, ça reflète. Tout ça mélangé avec une couche des religions, parce que la religion elle est quand même hyper présente sur Evangelion, tout ça avec les rapports au Dieu, la création, tout ça mélangé un peu avec l'orgasme, les concepts mystiques de l'orgasme et la révélation de Dieu, parce que ça,
au moins sur les nouveaux finales qui ont été écrits, clairement, c'est une évidence, c'est une référence directe. Quand je parle de ça, c'est que dans le mysticisme, les mystiques chrétiens, hein, en plus, dans les descriptions, c'est introduit que les courants tantriques du sexe, ils reprennent cette définition comme celle de que l'orgasme, c'est la voie la plus proche de Dieu, en tant qu'état mystique. D'accord. D'accord. On ne va pas rentrer dans les détails, je pense que c'est une très bonne analyse, mais bref, ça c'est une autre question. Mais je pense que l'auteur, clairement, il y a des références implicites, explicites, clairement dans les bouquins, hein, à cette voie mystique, avec les rapports. Aussi, bon, je ne vais pas rentrer, il y a tellement, encore une fois, que je veux dire, ça a été décortiqué dans tous les sens. Il y a les rapports à l'autorité, les rapports à la famille, il y a tellement des informations, des rapports qui sont construits dans Evangelion, qui donnent beaucoup de choses. Et à partir de là, comme tu disais, ils ont fait une série de 28 épisodes, non, 25 épisodes. Oui, en général, c'est ça. Et qu'il y a les 2 derniers épisodes qui sont choqués grand monde, parce que c'est des épisodes que il y avait tous une qualité inégale, hein, des fois, dans le dessin, mais c'était plutôt beau. Bien fait, c'était fluide, et que plus on s'approchait à la fin, plus il raccourcissait. Oui. D'accord. Donc, si je reprends, quand j'avais vu, effectivement, quand j'ai vu ces 2 épisodes, je me suis dit, oh merde, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est cryptique à mort. Ouais, parce qu'en plus, en fait, vers la fin, bon, là je vais faire un peu des spoilers, mais je pense que on a assez d'années. Ouais, voilà, c'est ça. Les buts de tous ces ébats et de tous ces gens obsédés sur ça, c'est empêcher les dossiers événements. Bon, certains, ils veulent qu'il y ait les dossiers événements et certains l'empêcher. Donc, les cas des pilotes, c'est l'empêcher. Les cas d'une sorte d'Illuminati qui court par là, c'est les faire arriver. Et cet dossier événement, c'est l'affrontement, c'est quand les singes et les ébats, ils se mélangent, en quelque sorte. Parce qu'on découvre qu'ils sont la même chose finalement. Oui. D'accord. Et les moments, c'est pour moi, quand j'avais vu, c'est un peu les moments Akira. Tu sais, mais Akira, il est plus fin parce qu'il est déjà scripté comme ça. Akira, on arrive au point culminant, vraiment à la grande montée en pression. Et quand ça descend, il y a toute une scène, ça dure 5 minutes, que c'est doublant, avec les murs, avec les dialogues de fond, que je pense, si je ne dis pas de bêtises, Akira, elle a été fait après cette série-là. Je pense que non. Ah, je cite. Parce que tu as la fin, non? Pour moi, Evangelion, c'est après Akira. Ouais, c'est possible. Je pense que oui, tu as raison. Oui, parce que là, c'est les, disons, 30 anniversaires. Oh, c'est ça, c'est les années 90 plutôt, hein? Oui, ça, c'est 90. Alors que Akira, c'est 80. C'est sorti dans les années 80, Akira, non? C'était pas 86. Je pense qu'on est sur les... 88. Ouais. Donc, effectivement, c'est avant. Donc, là, c'est encore plus clair. L'influence, on découvre des choses en direct. Voilà, c'est con, des fois, pas savoir toutes les dates. Mais effectivement, moi, c'est en faire un peu à l'Akira. C'est le moment où il y a l'avènement du deuxième impact et tous ces épisodes qui sont en blanc, en dialogue, avec des images qui sont cryptes de tous les côtés. Effectivement, la première fois que je l'ai vu, je dis qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai vu ensuite la fin filmée. Oui. Faite sur l'épisode pour les critiques des gens, etc. Ensuite, j'ai vu les films, les nouvelles versions, les rebirths, qu'il était cool, mais c'est une autre histoire. C'est les mêmes personnages avec une autre histoire. D'accord. C'est-à-dire, il y a les ébats, il y a tout, mais c'est juste que là où il s'arrête la série, dans les 3 films, là où il s'arrête la série, c'est la moitié du premier film. D'accord. Ça continue, après, comme si les dossiers impact, il y a eu lieu, et tous ils sont vivants, et ça continue, il y a des trucs après, donc la histoire s'allonge. Moi, je trouvais cool, mais pas plus que ça. Et finalement, je fais les mangas. Tous, en plus, ils sont arrivés parce que la nouvelle édition, celui-là, que j'ai, il sortait au fur et à mesure quand je commençais, et je l'ai lu au fur et à mesure qu'il sortait.
Il y a combien de volumes sur la nouvelle édition? 7 volumes. C'était sympa. Et la fin des mangas, il est assez proche, à quelques différences près, du film de Neon Evangelion. Oui, le film qui est sorti avant les Rebirth. Ouais, c'est ça. Donc, ça ressemble à quelque chose près, mais ça ressemble un peu à ça. Et rétrospectivement en parlant, je reviens parce que de vue, je ne disais pas là, mais là, à ce jour, je pense que la meilleure fin, c'est celle de la série, en fait. Parce que il y a cette côté onirique, cette côté, encore une fois, comme la scène finale d'Akira, mais qui n'a rien à voir, hein, parce qu'Akira, quand même, il y a tout un développement pour arriver là, mais là, c'est vraiment très abrupt. Là, ça arrive d'un coup, et c'est vrai que moi... Et tu dois déchiffrer, mais finalement, sous la suggestion, sur les idées, quand on analyse la série juste d'un point de vue psychologique, plus que les faits des batailles entre mechas, qui s'arrivent, même s'il y a plein de symbolisme dans tout ce qui s'arrive, c'est les plus choquants. Je pense que c'est la plus prenante, celle qui t'a fait réfléchir au personnage, faire une interprétation active, parce que tout il est suggéré, hein, finalement. Certaines fermes de certains personnages, ils sont suggérés pour une image où tu vois les personnages tombés par terre, il est mort, lui. Il y a plusieurs des scènes comme ça. Les scènes la plus, d'après tout ce que j'ai recherché, plus connues, plus respectées, que c'est celles qui sont tous en train d'applaudir les pilotes, que je ne dirai pas les noms, mais je m'en fous. Je suis nul avec les noms. C'est Shinji, Rei et Asuka, je crois. Ouais, peut-être. Je ne vais pas chercher les noms. Et moi, je me souviens, pour revenir sur la fin que tu es en train d'expliquer, moi, quand je l'ai vu, j'étais au lycée parce qu'ils passaient, quand la série a été adaptée, elle a été traduite en français. Ils ne sont même pas adaptés, ils sont sortis en parallèle. Voilà, et en fait, moi je l'avais vu sur Canal+, puisqu'à l'époque il diffusait sur Canal+, et c'était une série coup de poing, c'était le retour du manga un peu en grâce, après on avait eu Cowboy Bebop et tout, mais à la base, Canal+, avait ramené en premier Neon Genesis Evangelion, et je me souviens, en tant que lycéen, les 2 derniers épisodes, je dois t'avouer que j'ai eu du mal, surtout qu'à l'époque on ne pouvait pas les revoir, parce que c'était sûr que tu les revoyais 1 ou 2 fois, et après il fallait attendre 1 an et demi avant que les DVD ressortent. Et c'est vrai que la fin, elle m'avait laissé sans voix. Ouais, mais moi, je vous ai fait assez semblant, hein, sur la série. Bon, quand j'ai vu la série, je m'en attendais déjà, parce que c'était déjà reconnu, la fin, etc. Et quand je l'ai vu, effectivement, j'étais un peu froid, mais en même temps passionné pour ça qui s'est passé, pour ça ce qu'ils essayaient de me dire, suggérer. Effectivement, bon, il y a des raisons économiques de pourquoi ils ont fait ça, etc. Mais finalement, je me demande, c'est qu'à chaque version qu'on a eue, que ce soit la fin, que ce soit la fin des mangas, que ce soit les revers, on voit que finalement l'auteur, comme tous les auteurs, hein, il imprègne une part de lui. Oui, bien sûr. Celui-là, sur Evangelion, la première du nom, il y avait une identité très claire, dominée pour cette dépression, pour cette mal-être qui s'offrait l'auteur à cet auteur-là. Tu le ressens, hein, sur les 2 derniers épisodes, ce mal-être. Oui, mais que ça a été développé tout le long de la série. C'est ça, oui. Mais là, tu atteins le paroxysme. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Il n'est pas forcément... Je dirais qu'à moitié optimiste, parce que je ne dirais pas qu'il est... il est triste, mais il y a des moments qu'il essaye d'aller au-delà, de se dépasser. Donc, il y a quand même une vision de dire, je suis dans la merde, mais allez, on peut y aller. C'est un peu ce ressenti-là. Tu sais que, surtout les scènes où il applaudissent, tout ça. Bon, bref. Et à chaque changement, que ce soit sur les mangas, etc., on a un petit changement. Oui, les personnages, c'était les mêmes, ces reflets, c'était les mêmes, mais notamment dans le dernier film, il est bien plus heureuse à la fin, parce que sur les films, les revers, la fin, ça donne sur le 3e événement, pas sur le 2e. Et là, c'est bien plus heureux, la fin. Sur les mangas, quand même, je trouve qu'il aussi, parce qu'il se retrouve avec elle, il y a une longue scène que je vais pas sortir, où vraiment, il couche avec la fille.
Laquelle, Rei ou Asuka? euh, Celle avec les cheveux courts ou celle avec les cheveux longs? Court. Court, Ouais. ok, Rei. Ben, là, c'est Oui, c'est ça. un ange, quoi. Oui, bah oui. Euh, il y a quand même une interprétation de la sexualité. Tu vois qu'il y a la mûrité, tout qu'il est passé. C'est que sur la fin de la série, là, c'était frais, quoi. Oui, oui. C'est, tu voyais que Mm. c'était... Donc finalement, encore une fois, en regardant, en réfléchissant en rétrospective, je trouve la plus touchante de toutes. Oui, c'est la première. Mais en tant qu'adulte, très certainement. En tant que lycéen, peut-être que... Ah non, ça devait être un what Voilà. the fuck. Parce que moi, je te jure, je l'ai vu avec mes yeux de lycéen et j'étais là, oh, putain, mais qu'est-ce que c'est ce délire, quoi? Ouais, mais la série en soi, pour comprendre tout cet aboutissant. Bon, Mais en vrai, c'est logique, hein, parce que quand tu vois la série et que tu vois les 2 derniers épisodes, tu te dis c'est logique que ça finisse comme ça. Ouais. Mais sur le coup, quand tu es plus jeune, tu n'as pas le recul de ça. Tu prends le truc de plein fer et tu as moins de recul qu'avec un œil d'adulte, en fait. Du coup, tu l'apprécies peut-être un peu moins. Que cela étant dit, je ne sais pas que j'apprécie tout le reste des films qui sont faits, Diana Evangelion, etc. C'est la réinterprétation, c'est les scripts, c'est les premiers scripts qu'il y avait, parce que d'après que j'ai lu, compris, interview, machin, etc., à la base, ça devait être cette fin-là. Et lui, il a changé pour manque de budget. Mais plus je le vois, je ne suis pas sûr que ce soit par manque de budget que ça. Parce que, c'est-à-dire. Il y avait de volonté artistique. Il y avait de volonté artistique. Il y a bien. Parce qu'il aurait pu faire des choix, de rajouter. Là, on est sur un éclat blanc, quoi. Oui, c'est blanc. Blanc, il déboire. Fini. Allez, ta gueule. C'est ça. Parce que, certes, le manque de budget, mais pour en arriver là, c'est qu'il y avait quand même une. Oui. Il a imaginé quelque chose pour Il y avait finir. une démarche Peut-être artistique. la contrainte financière, il a dit, bon, comment jamais ça à ça que je veux vous dire. Il a dit, voilà, ben, allez, pof. Ouais, feu. Je pense qu'il a couché un truc que ça parle beaucoup, ça parle des sentiments, ça parle de ça que c'est le fond d'Evangelion, que ce n'est pas les mechas, que ce n'est pas la fin du monde, ni rien, c'est l'histoire des adolescents en train de grandir. Et c'est le questionnement intérieur permanent qu'on peut avoir à cet âge-là. Tout à fait. C'est ça là, l'interprétation, combi, bref, c'est beaucoup de choses, quoi. C'est tout ce que ça dépend de l'adolescence de chacun. Hein. Si tu as été en bout des bois, ben, sûrement tu ne seras pas identifié avec lui, mais tout ce qu'on a passé avec une certaine timidité, un certain truc, sans moi, je doute bien, on avait des reflets, pas tout à fait quand même. Heureusement, pas tout. Oui. Et on n'est pas des pilotes déjà des bas non plus. C'est ça. On commence par là. Mais bon, il était bien gratiné, le Shinji, quand même. Ouais. Putain, un grand-père comme ça m'étonne pas non plus. C'est ça. Bref. Voilà, donc, sans pas trop m'attarder, parce qu'encore une fois, je voulais juste donner mon avis de mon visionnage relativement récent. De cette série et qu'en plus j'ai accroché, j'ai adoré complètement, j'ai accroché au manga, j'ai accroché à tout qu'il disait. Hein. Encore une fois, en rétrospective, les Rebirth, ils sont bien, mais pour moi ça dévertue un peu. C'est les plus convenus. Non, quand même, il y a des choix risqués. Il y a des moments. Non, convenu, je ne sais pas qu'ils soient convenus. Par rapport à la fin que tu décris, ça a l'air d'être plus. C'est la plus heureuse. Voilà. C'est la plus heureuse de toutes. Oui. C'est pas que les mangas s'approchent beaucoup plus de la Diana of Evangelion. Donc, mais voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder parce que il y a des énormes critiques, des bouquins qui sont sortis, des choses qui décortiquent à fond les mangas. Hein, mais comme toute œuvre, finalement, et là je vais faire juste un petit virgule comme ça, hein, une parenthèse comme on veut, c'est que la sorte d'interprétation, ils sont bien. Je ne veux pas dire non, il y a des gens qui font des énormes travaux là-dessus pour comprendre tous les référents, mais derrière tout ça, le plus important finalement, c'est comme nous arrive à nous. Ben oui, parce que nous, quand on voit ça, toi, quand tu l'as vu au lycée, moi, quand je l'ai vu il y a 3 ans, au plein des séries, comme il nous marque, les concerts de la nostalgie, etc., on n'a
pas tous les C'est référents ça. qui sont parlés de ce bouquin-là. Ouais, c'est ça. C'est bien qu'il y a quelqu'un qui l'a marqué tellement qu'ils sont allés voulu chercher, pousser, etc. Tous ces trucs-là, au mettre dans un contexte historique, au savoir pour les personnages, parce que par exemple, le fait de savoir que l'auteur il souffrait une énorme dépression dans l'écriture, ça t'explique beaucoup de choses. C'est ça, mais ça ne change pas ton rapport à l'œuvre, quand même. Exactement pas. Parce que finalement, tous ces bouquins de référence et tout cet énorme truc de délire d'intello que même nous on fait, hein, parce que quand on connaît tous, on se laisse emporter, on essaie de trouver la référence parce que ça te parle à ça. Mais les premières approches, ça que tu as, c'est finalement ça qui te marque. C'est ça. Ça qui te dit, ça qui te fait bouger les ventres. Oui. Et sur ce, on l'a déjà parlé, hein, il y a des séries, des sobres, on va parler des sobres qui vont te marquer intellectuellement, des sobres qui vont te marquer au viscère. Donc chacun, ils ont des rôles différents et qu'on fonctionne, mais c'est ton approche qui est important. C'est comme il te parle à toi, cette œuvre-là. C'est d'ailleurs ça le plus important au final. Plus que les références et plus que... Sauf en cas précis, excusez-moi, je voulais dire, sauf les cas précis où l'auteur il essaie de te dire un truc, il te dit non, c'est l'autre. Oui, non, là quand même, il ne faut pas déconner. Ouais. Mais c'est-à-dire que de base, l'important c'est de vivre l'œuvre, qu'elle soit un livre ou qu'elle soit imagée ou qu'elle soit musicale. C'est ce que tu en ressens le plus important. Après, tu ne peux pas aller effectivement à contrario de ce qu'a voulu dire l'auteur. Mais tout le reste n'est qu'interprétation. Non, il y a des fois, les seuls matices que je donne sur ça, c'est que les œuvres complexes, comme c'est le cas d'Evangelion, ils touchent à beaucoup d'éléments. C'est ça, exactement. Beaucoup de fibres. Et justement, c'est ça qui dévient ce type d'œuvre grande. Je ne veux pas dire des chefs d'œuvre, mais bon, là, à cet auteur-là, je pense qu'il est marqué. On est déjà pour classifier des chefs d'œuvre. Oui. Mais c'est des œuvres qui tirent tellement de ficelles que une, il va prendre cette ficelle-là, l'autre va prendre cette ficelle-là. C'est qu'est-ce qui te parle à toi à l'intérieur. Quand je parle d'interprétation, l'interprétation c'est un peu différent. C'est pas ça qui t'a parlé, l'interprétation c'est quand il te dit regarde, c'est les Messi, c'est un fils de pute, il te dit ah non, c'est un Messi cool. Bon, voilà. C'est là où ça diffère. C'est la question dit non, je suis en train de monter un gars qui est un connard. Dit non, mais il est cool. Non, là. C'est ça. Là, c'est que tu es un peu pervers. Il est vraiment cool. Hein. C'est un assesseur, un dictateur, mais tout va bien, c'est la vie. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Evangelion, peut-être oui, c'était mon cas jusqu'à il y a 3 ans. Après, je connaissais, mais je n'avais pas regardé. Foncez, faites vos propres avis. Regardez tous les fermes possibles qu'on en a. Et si quelqu'un il y a des avis là-dessus, n'hésitez pas à commenter. Si quelqu'un, un petit commentaire, des fois, je ne sais rien. Voilà. Donc aujourd'hui, ça se sent qu'on est fatigué. C'est ça. On va vite. Et puis ça bégaye un peu aussi, hein, quand même. Hein? Ça bégaye un peu. Ah, ouais, c'est dur. Surtout moi je bégaye. Ah non, mais là, c'est... Je dissimule. Mais ça va, on n'est pas sur le point de s'endormir encore. Non, pas encore. Ça va. Encore. Tu n'as pas fini. Pas encore, ouais, on va voir. Tu n'as pas fini. C'est ça. Il en reste une. Voilà, donc allez, à toi, Jules. Allez, donc là, on va parler du film cette fois-ci. Bon, moi, j'ai choisi un thème horrifique ce mois-ci, puisqu'on va parler de Midsommar de Ari Aster, sorti en 2019, dont le titre québécois est Midsommar : solstice d'été. Ce qui veut dire littéralement la même chose. En fait, c'est solstice d'été, solstice d'été. Bon, bref. C'est sorti le 3 juillet 2019 aux États-Unis, 31 juillet 2019 en France. C'est un film américano-suédois de 147 minutes. Depuis, il y a une director cut qui est sortie de 171 minutes. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus. D'accord. Mais là, moi, j'ai vu la version ciné. Et ça s'inscrit dans le genre plutôt drame, folk horror. Donc le folk horror, je ne connaissais pas du tout ce terme, donc j'en profite pour l'expliquer. Ah bon? Ben non. J'avais vu plusieurs films de ça, mais pour moi c'était des films d'horreur. En fait, c'est mais c'est des films d'horreur déjà. C'est une sous-catégorie. Oui.
de films d'horreur qui détournent des éléments de culture folklorique pour en faire des histoires horrifiques en fait. Ouais. Oui, c'est ni plus ni moins que ça. Donc, c'est ça. N'importe quelle réinterprétation du folklore pour mettre du terreur, de l'horreur dedans, c'est ça. C'est folklore. Et du coup, il a fallu que j'arrive à Midsommar, alors qu'il y a plein de films que j'ai vus au préalable, puisque j'ai regardé la liste. Et c'était la première. Il n'y a pas besoin de faire des classes. C'était la première fois que j'attendais ce terme, donc j'en profite pour le dire. C'est produit par Biril Film et par Parts and Labor et coproduit avec le studio A24. C'est distribué également par A24 pour un budget de 9 millions de dollars. Et on peut dire d'entrée de jeu que ce film a été un gros succès puisqu'il a rapporté 48 millions de dollars. Au casting, on retrouve, alors là je ne sais pas comment le prononcer, le nom de l'actrice principale. Florence, comment tu le prononces toi? Florence Pugh. Ouais. Florence Pugh. Bon, voilà. Tu le fais compte un peu, des fois. Qui est une actrice qui avait été révélée un petit peu avant, mais qui a explosé un petit peu avec Midsommar. Je pense que c'est Midsommar qui l'a fait exploser. Voilà, mais Harry, elle s'était déjà fait repérer dans des petites productions avant. Midsommar l'a fait exploser parce qu'elle a une interprétation fabuleuse, vraiment. Et depuis, on l'a vu notamment dans Oppenheimer, dans Dune, le deuxième volet, dans Black Widow. Elle est apparue dans pas mal de productions. Ensuite, on a Jack Reynor, qui est un acteur américano-irlandais et qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans la série Un couple parfait de Netflix. Et ensuite, on a l'acteur, à l'époque du moins où c'est sorti, le plus connu, qui était un rôle secondaire, c'était Will Poulter, qu'on a vu dans Le Monde de Narnia 3, dans les 2 premiers films de Labyrinthe, dans The Revenant avec DiCaprio, et dans Les Gardiens de la Galaxie 3 récemment. Donc globalement, pour l'époque, tous les acteurs qu'on a, bon là j'ai donné 3 exemples, mais c'est des acteurs pas forcément connus, mais qu'on a vus soit dans les séries, soit dans les téléfilms. Tous les acteurs de ce film, on les a plus ou moins vus dans l'univers ludique américain, quoi. À la réalisation et au scénario, on a Ari Aster, qui est un réalisateur et scénariste et producteur américain né en 1986 à New York. Très vite, donc à l'adolescence, il voue un culte au film d'horreur. Il ponce le vidéoclub de son quartier et développe rapidement un imaginaire autour de ses films. Il développe ses propres scénarios assez rapidement. Et en parallèle, il fait des études aux Beaux-Arts de l'American Film Institute à Washington. Il commence sa carrière, comme la plupart des réalisateurs, par des courts-métrages. Lui, bizarrement, n'est pas passé par la case pub ni clip. Il a fait court-métrage et après, il a basculé plutôt directement dans les longs-métrages. Son premier court-métrage, c'est Tale of Two Teams, pardon. C'est son premier court-métrage qui lui permet d'avoir une bourse pour suivre la fin de ses études et avoir sa maîtrise à l'AFI, donc l'American Film Institute. Pardon. Son film de thèse, c'est The Strange Thing About the Jasons, et il est diffusé en festival où il obtient des succès critiques assez importants. Et ensuite, il est basculé sur YouTube où c'est un gros succès aux États-Unis pour un court-métrage, bien sûr, qui sort en 2011. Donc. Il entre ensuite dans la cour des grands en 2018 grâce à sa collaboration avec les studios A24, et son premier long métrage est donc Hérédité, qui est sorti en 2018, qui est également un film d'horreur, qui est présenté au concours du festival de Sundance dans la section Midnight, donc qui doit être réservé plutôt aux films un petit peu horrifiques, glauques, quoi. Ouais. Comme Hérédité. Voilà, c'est Hérédité, hein. Là je parlais de Hérédité. Comme, justement, c'est quand je dis, c'est ça. Comme des films comme Hérédité. C'est ça. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. C'est ça. Il est glauque, oui, effectivement. J'en suis ouais, mais il est glauque. C'est surtout dur. C'est pesant, hein. L'ambiance est pesante quand même. Tu l'as pas vu encore, non? J'ai vu le début. Ouais. C'est pesant au début. Ouais, mais tu n'as pas vu les scènes clés. Non, je ne suis pas rentré encore dans le détail, mais j'y rentrerai. Il y a une scène
qu'à partir de là, ton cerveau, il fait OK. D'accord. J'y suis pas encore arrivé. Tu comprendras. Tu rateras pas cette scène-là. Bon, qui sera un gros succès également. Hein. Ouais, pour mérité. un premier film, pour un budget de 10 millions, il en rapporte 81 millions. Et là, à ce jour, c'est son plus gros succès. Donc le deuxième film en 2019, celui dont on va parler, c'est Midsommar. Depuis, il a fait un troisième film qui s'appelle, dont on avait un peu évoqué ou parlé carrément, Beau is Afraid, qui est sorti en 2023. Je pense qu'on a parlé à un moment donné, mais juste un croisé sur, voilà, on l'a, sur un des trucs qu'on s'éparpille des fois. Et donc là, qui pour le coup, mais parce que le film n'est pas pensé pour être grand public, là, de ce que tu m'as expliqué, puisque moi je ne l'ai pas vu, ça a été un échec assez cuisant au niveau commercial, même si ce n'était pas le but recherché, hein, comme on a dit. Je ne sais pas si c'est un film, je sais pas, je du mal à classer. C'est un film qui est... Dire qu'il est bien, c'est compliqué parce que tu m'avais dit que il y a plusieurs films dans un film, ça, donc c'est compliqué. Joaquin Phoenix, il les fait super bien tout le long du film, mais vraiment, tu pourrais couper des parts du film et faire des films tout entiers à part. Et ça se voit qu'il a été un peu construit comme ça, qu'il y a même des écrits des gens. À la base, il avait été construit pour durer 4 heures. Donc c'est peut-être ça qui fait que... Mais ça dure quand même presque 3, quoi, de mémoire. Parce que son projet original, quand il a présenté le projet de Beau is Afraid, il expliquait que c'était un film qui devait durer 4 heures minimum. Ils ont réussi à mettre à 3. Voilà. C'est un film qui, par exemple, ici, il a sorti qu'un BO, déjà, en France. Et c'est un film qu'il n'aime pas. Mais je ne pense pas qu'A24 soit assez stupide pour quoi. Après, dans les domestiques, je ne sais pas si on a marché, dans Netflix ou les plateformes de streaming, ou tout ça, aucune idée. Mais c'est clair, net et précis que ce n'est pas un film fait par tout le monde. Non, voilà, exactement. Et tu le vois au box-office, hein, puisque c'est un film qui a eu un budget d'à peu près 35 millions et qui n'en a rapporté que 11. Donc je pense que c'était plus une œuvre d'art qu'un film fait pour attirer 100 millions de téléspectateurs. Quoi. Oui. C'est dans cette saut-là, bon, c'est pas du tout la même classe, mais on retrouve les mêmes phénomènes un peu sur Northman. Un film qui est hyper classe, mais il n'est pas fait pour tout le monde. Non. Il est clairement pas fait pour tout le monde. On en avait parlé aussi d'ailleurs. Donc c'est dans les mêmes voies. Donc est-ce que la différence, c'est que Northman, je pense qu'il s'attendait à avoir une réussite. Oui. Beau is Afraid, je pense pas qu'il visait à perte, mais peut-être. Après, des fois, c'est des paris qui sont faits. Et, tout simplement, tout nous a fait gagner 100 millions de dollars. Allez, vas-y, détends-toi. Il a quand même l'air d'avoir une bonne relation avec A24, puisque A24 est aussi sur son futur projet de film. Je pense que les projets, mis à part que vraiment les gens ils savent pas lire, hein, mais c'était clairement un projet... restreint, quoi. C'était vraiment avec un public ciblé et vraiment, comme tu dis, c'était un projet de niche. C'est ça. Un projet de niche, tout c'est normalement déjà. Si on analyse les films cultes, je ne vais pas dire que Beau is Afraid c'est un film culte parce que ça sera. L'histoire nous le dira, peut-être que. Je pense pas. Tel. Il marquera les esprits peut-être, mais je ne sais pas si. Mais quand on prend énormément de films qu'on appelle cultes aujourd'hui, soit ils ont été des échecs, soit ils ont été détruits pour la critique, soit ils étaient mal pas compris, c'est lui qui ont été des réussites commerciales, ils ont été vraiment... C'est ça. Ça passait dans l'oubli des fois. Ouais. Et on enlève de l'équation Cameron, parce que lui, c'est pas culte. Pardon. C'est vrai, les derniers du moins, oui. Il travaille actuellement donc, du coup, sur son 4e film qui doit sortir normalement en 2025, qui est produit par sa propre boîte de production, puisque le succès de ses 2 premiers films lui ont permis de créer Squarepeg, sa boîte de production, et qui sera toujours en association avec A24, puisqu'ils ont l'air, comme je le disais précédemment, de bien s'entendre.
Et on peut dire que Ari Aster est un homme qui aime, dans toutes ses réalisations, mettre ses spectateurs dans une spirale de tension extrême, ou du moins dans un certain inconfort. Ouais, dans un état, ouais. D'ailleurs, Boys Afraid, c'est un bon exemple de ça. Oui, bah, tu m'en avais parlé. Je ne l'ai pas vu, mais de ce que tu m'en avais écrit. Ouais. Différemment, il n'y a rien à voir. Mais déjà, entre Midsommar et Hereditary, ce n'est pas du tout les mêmes thèmes. Oui. C'est de l'horreur, mais ce n'est pas les mêmes mécanismes utilisés. Donc, oui, il a fait 3 œuvres totalement différentes, en fait. C'est 3... Différentes, oui, mais c'est ça, Pat. C'est les genres de films que tu vois et tu dis, c'est à lui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est, comme tu dis, 3 thèmes différents. Parce que Boys Afraid, c'est totalement différent aussi. Complètement, ouais. Bon, que nous raconte ce film ? Le film, on peut dire qu'il commence... on est très très vite mis au diapason par le film. Donc nous suivons Dani, une étudiante américaine en psychologie, dont le couple bat de l'aile. Son petit ami Christian est plus intéressé par ses amis et ses projets de passer du temps que de passer du temps avec elle. Elle est manifestement vue par le groupe d'amis de Christian comme un boulet instable psychologiquement, à tel point que Christian a décidé sans rien lui dire de partir en voyage en Suède pour tout l'été avec ses 3 amis. La relation sent vraiment le sapin d'entrée de jeu. Il y a d'ailleurs une scène horrible où elle n'est pas présente et où les quatre amis parlent ensemble et la dénigrent, mais voilà, en disant qu'en gros, ça sert à rien, qu'elle sert à rien, quoi. Il faut que Christian la laisse, que c'est bon, quoi. Et donc là, on pourrait s'arrêter là déjà, parce que c'est déjà assez lourd, parce qu'elle est vraiment pas bien psychologiquement, elle est malmenée par son petit ami. Mais non, là ça ressemble trop à une mauvaise romance en fait. Dani va vivre en plus un traumatisme charnière qui va sceller un petit peu sa destinée dans le film. C'est que sa sœur bipolaire décide de se suicider par asphyxie au monoxyde de carbone, emportant avec elle au passage ses 2 parents, leurs 2 parents pour être plus précis. Bon voilà. Donc là, on en est à 10 minutes de film et on peut dire que là, on est sur la loi de Murphy en plein direct, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne va pas, le reste part en couille aussi. Après une dispute faite de non-dits, Christian, plus par pitié que par amour, propose à Dani de venir en Suède. Ce qu'elle accepte, bizarrement, parce que elle est seule, donc elle s'accroche un peu à ce qu'elle peut. Hein. Et donc elle apprend que, alors je ne sais plus comment on le dit, Pelé, c'est un des 4 amis là, qui est d'origine suédoise, donc les a invités dans son village natal, à Arga, afin de fêter le Midsommar, qui est un festival célébrant le solstice d'été, et qui a lieu une fois tous les 90 ans. C'est une fête païenne. Bon là, encore... c'est une vraie fête d'ailleurs. Ouais. Donc là, actuellement, si par rapport au style de film dans lequel on met les pieds et par rapport aux 10 minutes qui viennent de passer, bon, l'énoncé de comment va se dérouler le festival et du fait que ça se déroule tous les 90 ans, bon, n'importe qui de normalement constitué et de sain d'esprit devrait sentir que... ça pue un peu du cul là quand même. Mais bon, suspension d'incrédulité oblige. On va en Suède. Le groupe décolle avec des motivations différentes. Donc, y a, pour le cas de Dani, elle veut s'accrocher à son couple et en même temps oublier ses malheurs récents. Il y en a d'autres qui y vont par intérêt, puisque dans le groupe, il y en a 2 qui sont anthropologues et qui veulent faire leur thèse sur les fêtes païennes. Il y en a qui veulent plutôt profiter de l'été et trouver peut-être un moyen de quitter sa meuf également. Ce qui commence comme un voyage des paysans dans un village où le soleil ne se couche quasiment jamais, et en tout point de vue accueillant par ailleurs, va prendre une tournure des plus sinistres au fur et à mesure que les festivités avancent. Donc ça, c'est le pitch de départ. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à rajouter ? Non, c'est à partir de là. Ouais, je vais pas essayer de pas trop spoiler. C'est compliqué de ne pas spoiler. Voilà, ouais. Bon, on va peut-être y venir un peu là.
Et donc, Ari Aster nous propose un film lumineux dans son écran, mais qui nous pousse mentalement dans nos retranchements. C'est toute la force d'ailleurs de Midsommar qui réside dans sa réalisation et ses images. L'horreur n'aura jamais été aussi chatoyante et poétique, loin des clichés donc des films d'horreur classiques. Nous nous trouvons dans un environnement idyllique, proche de la nature, coloré, où les habitants sont accueillants. Il y a une ambiance un peu Woodstock qu'on retrouve. Il y a beaucoup de partage, l'amitié, le fait que ce soit multigénérationnel, les enfants côtoient les personnes plus âgées, tout le monde s'entraide en fait. Et on nous offre un film au rythme plutôt lent qui nous bercerait presque, au début du moins, par sa mise en scène aussi, qui est assez lumineuse. Hein. On retrouve, moi on en avait parlé un peu en off, on retrouve un peu la patte, je trouve, dans la façon de filmer, les prises de vue, les travelling, etc. On retrouve un peu Wes Anderson. Oui, dans ce film, ouais. Dans la façon de faire, du moins dans Midsommar, je ne parle pas des autres. Et là encore, c'est très coloré. Ouais, mais je pense que c'est parce que tu n'as pas vu Boris Afraid, parce que Boris Afraid, ça, il pousse les curseurs à fond. Là, c'est surtout joué sur les contrastes, je pense. Oui, mais c'est carrément ça. Mais là c'est pour la partie qui nous berce. Oui. Mais cependant, Ari Aster nous fait comprendre petit à petit, plus ou moins sournoisement, que quelque chose cloche. Déjà, assez rapidement, quand on arrive dans le village, au début, on filme la partie jolie du village et d'un coup, on a un plan sur le temple. Qui a une forme assez étrange, en plus qui est tout jaune, et qui met vraiment mal à l'aise en fait. C'est-à-dire que là, quand on voit le truc, on se dit oh putain, c'est. Ouais, mais je pense que c'est là que Ari Aster il est bon, parce que dans Hérédité déjà il est fessé, mais moins, mais là il amène à grand degré, c'est que tu as amené l'attention, pas forcément. Les jumpscares, par l'horreur, bien sûr. C'est vraiment la mélange entre une image esthétique, pas forcément juste des détails qui bougent, avec une musique crescendo qui te ramène. Déjà, tout est dit, ça va pas. Et c'est lancinant en fait. C'est pas un truc, c'est pas violent. Non, pas du tout. C'est vraiment, ça arrive à petit et toi, tout est dit. C'est ça. Ensuite, on a la salle commune dont on voit les détails au fur et à mesure du film. On ne voit pas tout d'un coup. Et à mesure, on voit qu'elle est recouverte de peintures qui décrivent des rites, en fait. Et au fur et à mesure qu'on voit les gros plans sur ces dessins enfantins vus de loin, il s'en dégage assez rapidement une aura pesante quand même. Qui est le prélude d'ailleurs de ce qui se passe. C'est le prélude de ce qui se passe dans le film. C'est les poids de l'étrange. C'est ça. En fait. C'est ça. C'est les poids de l'effet. Putain, je trouve pas mes mots. C'est cet effet, c'est un mécanisme du cerveau, un truc qui dérange, qui casse les scènes, quelque chose que ça devait être complètement normal. Et tu rajoutes juste un élément. Un élément, un élément perturbateur qui vraiment ton cerveau il se fait dessus, c'est ça. Ensuite, on a le mode de vie des habitants de Harga aussi, c'est vraiment tout pour la communauté et ça interpelle, ainsi que leur ultra-isolement du site fait que ça déclenche des trucs dans le cerveau, comme tu le disais. On a aussi, bizarrement, la lumière qui est omniprésente et qui en devient presque agressive au fur et à mesure du film. C'est-à-dire que ce qui est chatoyant au tout début du film devient pesant. Même la lumière devient pesante au fur et à mesure que le film avance en fait. Et donc l'horreur monte crescendo. Danny est esselé entre ses amis et le mode de vie du village. Donc ses amis entre guillemets bien sûr parce que on s'aperçoit qu'ils sont complètement jetés en fait les quatre là. En plus de la violence mentale qui est très présente, s'invite au fur et à mesure une violence un petit peu plus directe. Après dans mes souvenirs.
Bah, bon, évidemment, à un moment donné, tu Il n'y as en a pas beaucoup, hein, mais il y un en a peu un peu. d'empathie pour eux, mais j'ai quand même un peu souvenir mais je me souviens de loin, hein, mais Ouais, c'est ressenti, c'est bien fait pour ta ouais, gueule. c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que malgré toutes les horreurs qui se passent, Mm. on n'a pas vraiment d'empathie pour eux, en fait. C'est Ouais. horrible, hein, c'est horrible, on n'est pas bien. Et en Pour elle, même temps- oui, par contre. Oui, pour elle, oui. Pour Ah. elle, ben, c'est Et ce par que... contre, c'est la pire des tous, quoi. Oui, La pire, je veux dire, c'est les pires destins possibles. oui, c'est ça. C'est ça. Et donc Midsommar pour Ari Aster, ça j'ai appris en regardant un petit peu les interviews et tout. Et là encore, je ne savais pas quand j'ai regardé le film, mais en fait quand il explique ça dans l'interview, tu vois le film sous une autre prisme et tu te dis ah ouais, quand même. C'est-à-dire que Midsommar c'est une idée qui lui est arrivée après une rupture amoureuse assez douloureuse. Mhm. Et donc, l'histoire de Midsommar lui est arrivée à la suite de cette rupture comme une sorte de catharsis de sa rupture. Effectivement, quand tu vois la fin du film, tu te dis que oui, ok, très bien. Ouais. Il pensait pas Heureusement qu'il n'a pas fait Il ça. pensait pas que du bien de sa compagne, du coup. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, écoute, il a fait un film à la place de la tuer. Donc, C'est ça. Mais il valait mieux maintenant. en faire un film parce que du coup, c'est quand même assez cool. Ouais. Euh, Non, mais ça étant dit, on minimise, mais il y a quand même les mécanismes psychologiques qui sont Oui. très bien expliqués oui, dans les oui, films. oui, très, très Dès l'arrivée, dès comment il arrive, que ce soit elle ou les autres, Oui. ou tous ceux qui, bon, les villages sont détruits. Oui, C'est pas notre conception, mais que ce soit elle, ses compagnons, comme il arrive à chacun à son poste, ou comme elle, il arrive là où il est, c'est tout ça qu'il a mis en place Oui, au oui, bien début. Bah, Tout voilà. ça génère de l'empathie. Tu ne veux pas dire que tu ferais comme elle, mais c'est En, vraiment ayant, mené sur un en machin. ayant vécu ce qu'elle a vécu et du fait qu'elle soit maltraitée psychologiquement comme ça par les gens qui sont censés être ses proches, Ouais, c'est pas dit qu'on fasse pas pareil. Hein, ouais, c'est ça. Donc Harry Esther s'est aussi inspiré du folklore scandinave comme on en a parlé, puisque c'est des vrais folklores qui mélangent paganisme et christianisme. Mhm. Il a également... D'ailleurs, il y a pas mal de scènes, excuse-moi, Ouais. pas mal de Vas-y. scènes qui c'est vraiment tiré du Midsommar Ouais. suédois. Mhm. Les scènes où ils sont les poteaux, les habits, je ne sais pas si ça ressemble à... Je sais que les couronnes de fleurs, c'est Ouais. comme ça. Certains s'habillent en blanc, je pense que oui. Il y a- Et je pense qu'il y a des autres qui sont des interprétations. Voilà, il y a une part de. D'ailleurs, j'allais y venir là-dessus, c'est-à-dire que pour les besoins du film, il a créé une langue fictive. Mhm. C'est-à-dire que les Argas, ils parlent pas vraiment du suédois, c'est Ouais. un mélange de patois. Ouais, j'imagine qu'il ne voulait pas vraiment faire référence à ça. C'est ça, plus le fait qu'en fait, il a voulu rendre les tonalités de la langue volontairement un peu discordantes et dissonantes Ouais. pour, quand ils parlent entre eux, augmenter toi ton malaise parce que tu comprends pas et en Ouais. même temps, c'est dissonant en fait. Oui. Donc il a tout calculé pour ça et il a aussi créé pour les besoins du film et de sa mythologie un alphabet runique unique au Arga. En fait. Ouais. Ouais, et peut-être dans le but aussi d'éviter des problèmes. Enfin aussi, peut-être ça. Bon, pour donner mon avis sur ce film, bon, vous vous en doutez bien, si je vous le présente, c'est que ça m'a plutôt plu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Midsommar, c'est un film qui ne peut pas laisser indifférent. Hein, c'est-à-dire que on prend, quoi qu'il arrive, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on le prend comme un bus de face. En fait, hein, le truc, c'est-à-dire que le rythme est très lent, mais l'effet qu'on ressent, c'est vraiment Ouais. le bus de face, quoi. Non, c'est les bus de face, mais qui roule il doucement arrive sur toi. et que toi, tu peux t'écarter. Tu peux pas t'écarter. c'est Bon, ça. oui, tu peux partir du film, mais tu te les fixes directement. Il y a un truc qui t'attrape. Il roule très Pitié. doucement, tout doucement sur toi, et tu le sens bien passer sur toi. Ouais, voilà, c'est ça. Et personnellement, moi, le film m'a happé par son ambiance, par ses personnages atypiques, dont la seule pour qui on a, comme on le disait, réellement de l'empathie, c'est Dany, en fait. Moi, j'ai adoré le traitement poétique de l'horreur avec beaucoup de jeux, notamment sur les reflets, les miroirs ou les fenêtres, encore qui donnent sur un extérieur.
et qui donne un espoir, mais qui est de plus en plus petit parce qu'au fur et à mesure, les fenêtres sont soit plus petites, soit filmées de plus en plus loin. Et on voit en fait, dans l'horreur, on voit des fois un cadre avec un rayon de soleil au fond où on se dit ah, il y a peut-être un espoir, et en fait, bon, pas trop. On revient aussi sur Florence Pugh, qui est une actrice vraiment incroyable, hein, puisqu'en plus elle est très jeune quand elle joue dans Midsommar, et elle joue vraiment à la perfection son personnage, d'âme en peine, tentant de trouver une nouvelle famille et mettant en jeu sa santé mentale et son humanité. J'ai vu les films, bon, Oppenheimer, il est fait très bien, mais il y avait un autre film aussi que j'avais trouvé très bien. Parce que, The Wonder, il me semble, The Wonder. Je vais te le dire. Je vais trouver, hein, parce que il y a Midsommar. Don't Worry Darling, je jouais pas mal dans Don't Worry Darling. Dune, je l'avais bien aimé. Oui, elle joue bien dans Dune. Black Widow, qu'est-ce qu'on va dire, hein, bon, bref. Voilà, c'est basique. C'est pas dans les films Marvel que tu fais des performances artistiques. Non, c'est interdit les performances artistiques là-dedans. Non, c'est Don't Worry Darling, je pense que c'est le dernier que j'avais vu, que c'est assez malaisant aussi, et je trouve qu'il le fait très bien. Ouais. Ouais, et du coup, pour la petite anecdote, dans ce film, pour préparer son rôle et pouvoir le jouer au quotidien, apparemment, elle s'est mise dans un état de santé mentale apparemment très très précaire. Elle a fini pas en très bon état de ce qu'elle a dit dans les interviews récentes, en fait. Bon, les autres acteurs sont vraiment géniaux également, hein, même les rôles secondaires. Ouais, mais la question, c'est que je pense qu'elle le fait tellement bien que les autres, ils le font très bien aussi, mais ils brillent moins. Ouais, voilà, non, tu retiens qu'elle, clairement. Hein, c'est elle qui happe, elle happe le film, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu l'enlèves, le film est moins marquant. Ouais, comme plein de films, quoi. Voilà, c'est ça. Quand ils sont habités par un acteur vraiment, voilà, c'est fort. Bon, j'ai aimé vivre le malaise et l'horreur grandissante de cette fête païenne loin de tout. Et là encore, je rappelle, âme sensible s'abstenir. Mais là encore, c'est un film qui nous fait nous poser quand même beaucoup de questions. Et c'est tout l'intérêt de ce genre d'œuvre, l'horreur, tout ça. Voilà, bon, je confirme à tout. Un film oui, à voir. Tout à fait. Et je partage ton avis complètement. Moi, j'aurais adoré quand je l'avais vu. J'avais adoré, ça m'a enchanté. Après, derrière Esther, je pense que j'ai tous vu. Il a fait, sauf peut-être les courts-métrages. Les courts-métrages, je ne pense pas l'avoir vu. Je dis je pense, peut-être oui, mais bon, bref, des fois la mémoire. Mais en tout cas, tous ces films, ils m'ont choqué. Beau et Safred, que c'est celui que j'ai moins apprécié, et pas parce que c'était un mauvais film, sinon c'est qu'il est très dense, compliqué. Oui, tu m'avais expliqué, et que il n'est pas si linéaire que les autres. Et quand je parle de linéaire, ni Héréditary, ni lui sont forcément linéaires, mais l'histoire, il est racontée petit à petit. Oui, tu as un début, un milieu, une fin, quoi. C'est ça. Là, c'est complexe. Il y a un côté assez surréaliste de ces scènes qui sortent d'un côté de l'autre. Bref, peu importe. Ça, il faut voir le film. Mais en tout cas, Midsommar et Héréditary, forcément ça, Héréditary, ta marque. Oui. C'est juste les choix comme ils sont faits d'histoire, ils te marquent, ce film-là. Les faits des histoires, commencez à les voir. Ça, je ne pense pas que tu spoil. La mère de famille qui fait les miniatures, c'est hyper malaisant. Il t'a rien vu. Oui, c'est ça. Il t'a rien vu. Là, je vais m'y remettre. J'avais pas trop de temps ces derniers temps. C'est ça, c'est quelque chose. Mais en tout cas, foncez. Bon, moi, je peux dire que foncez. Midsommar, ça laisse pas indifférent. Compatis complètement. Les goûts, là, c'est voilà, A24, fanboy. Bon, on verra. Pour l'instant, on risque de dire ça. Est-ce qu'un jour on sera sponsorisé par A24? Parce que là encore. Est-ce qu'un jour il faut trop une merde qu'on dira bouf, c'est beau, c'est fini? C'est ça. Bref, on ne sait jamais, c'est fort probable même. Voilà. Donc c'est fini? Bah ouais. Oh, ça va, on a tenu à peu près nos marques, 1h50.
Ça va. De base. C'est ça. Donc, sur ce, merci à tous ceux qui vous arrivez jusqu'à là. Désolé si on a été un peu plus pâteux, moins nerveux, etc. Voilà, et aussi, on a perdu, en tout cas, un peu les fils. Mais bref, voilà, la fatigue, des fois, ça pèse. L'important, c'est d'être ici. Hein. On y est, malgré tout. C'est ça. Malgré la fatigue. Voilà. Donc, sur ce, je te laisse les mots de la fin. N'oubliez pas que la BIM vous regarde aussi. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao.